Public Sénat. Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur Public Sénat. À suivre cet après-midi sur notre antenne, la déclaration du gouvernement sur le programme de stabilité pour 2013-2017. Le programme de stabilité doit préciser comment le gouvernement entend ramener les finances publiques sous la barre des 3%. Rappelons qu'en 2012, le déficit public de la France était de 4,8% du PIB et que la France, comme 5 autres pays de l'Union européenne, a dû demander un délai supplémentaire pour se conformer aux objectifs de 3%. Alors sans plus tarder, direction l'hémicycle pour suivre ce débat. Bon après-midi à tous. La parole est à Monsieur Vincent Delahaye pour un rappel au règlement. Oui, Monsieur le Président, Messieurs les ministres et mes chers collègues, je souhaiterais intervenir effectivement sur un rappel au règlement sur le fondement de l'article 47 bis. Nous nous apprêtons aujourd'hui à entendre une déclaration du gouvernement relative à la présentation prochaine du programme de stabilité pour les années 2013 à 2017 à la Commission européenne. Cette déclaration faite sur le fondement de l'article 51 permet au gouvernement de soumettre sa déclaration à un vote sans incidence quant à sa responsabilité politique devant le Parlement. La même déclaration que vous allez nous présenter aura fait l'objet d'un vote à l'Assemblée, messieurs les ministres, mais sera refusée au Sénat. Or, cette même déclaration préfigure, voire préempte considérablement les débats que nous aurons à l'automne prochain lors de la discussion du projet de loi de finances initiale pour 2014. L'article 47 bis de notre règlement impose le scrutin public sur la première partie de la loi de finances et le vote solennel sur l'ensemble de la loi. En ne soumettant pas votre programme de stabilité à notre vote, vous bafouez l'esprit de la loi organique de programmation, vous bafouez l'esprit de notre règlement et surtout vous bafouez les prérogatives du Sénat en matière de contrôle budgétaire le plus élémentaire qui soit. Cette attitude est symptomatique du manque de confiance du gouvernement envers la représentation nationale. Et à ce titre, je voudrais reprendre les déclarations qui ont été faites ici même par le Premier ministre Jean-Marc Ayrault le 4 juillet dernier, 2012. Les travaux et les contributions du Sénat, qui d'ailleurs rejoignent très souvent les priorités du gouvernement, doivent être pour notre action une source d'inspiration constante. Je m'engage ici, disait-il à l'époque, aujourd'hui, à associer les représentants du Parlement le plus en amont possible pour préparer les grandes décisions du gouvernement. C'est à mon avis la bonne manière de procéder pour renforcer le rôle et les droits du Parlement. Alors, vous en conviendrez, messieurs les ministres et mes chers collègues, de deux choses l'une. Soit le gouvernement considère que la déclaration qu'il nous fait aujourd'hui n'est pas une grande décision, et dans ces cas-là, je comprends qu'elle puisse ne pas être soumise au vote et qu'elle ne fasse pas l'objet d'une association plus importante du Sénat, soit c'en est une, ce que je crois, et à ce moment-là, le Premier ministre ne respecte pas l'engagement qu'il avait pris ici même devant nous, ce que je trouve très grave. Alors, cette décision de non-vote montre d'abord l'absence de confiance du gouvernement envers la représentation nationale, une dévalorisation du Sénat, un problème de crédibilité aussi de ce programme de stabilité, parce que ce programme de stabilité serait d'autant plus fort qu'il serait approuvé par l'ensemble du Parlement français, et je crois que pour la Commission européenne, ça sera un élément fort. Et sur le fond, il y a un vrai problème de crédibilité de ce programme qui est titré « Une conjoncture dégradée en voie d'amélioration », et pour ma part, je ne perçois aucun signe d'amélioration, malheureusement, dans ce que l'on voit en France aujourd'hui, dans la situation économique et sociale que nous vivons, et je le déplore fortement. Il ne respecte pas les avis du Haut Conseil que nous avons créé il y a quelques mois et pour lesquels le gouvernement demande un budget de 780 000 €. Je pense qu'on ferait bien de supprimer ce Haut Conseil rapidement et de supprimer ces 780 000 €. Ça nous ferait des économies et on ne s'en porterait pas plus mal puisqu'on ne respecte pas ces observations. Et puis on annonce des baisses de dépenses qui n'en sont pas, puisque en fait c'est des non-augmentations de dépenses, et là il y a une vraie escroquerie intellectuelle. Donc, pour toutes ces raisons, je souhaite que ce programme de stabilité, qui n'est pas un exercice de pure rhétorique budgétaire, mais un engagement formel envers nos partenaires européens, mais surtout envers l'avenir de nos concitoyens, je vous demande, messieurs les ministres, de soumettre au vote du Sénat votre déclaration sur ce programme de stabilité. Je vous remercie. Merci, mon cher collègue. Acte est donné de votre rappel au règlement.
L'ordre du jour appelle une déclaration du gouvernement suivie d'un débat sur le projet de programme de stabilité, demande de la Commission des finances et mise en œuvre par le gouvernement de l'article 51 de la Constitution. La parole est à Monsieur Pierre Moscovici, ministre de l'Économie et des Finances. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général de la Commission des finances, Mesdames et Messieurs les sénateurs, la priorité absolue de la majorité, c'est le recul durable du chômage. Toute notre politique économique vise à mettre en œuvre les conditions pour atteindre cet objectif, le rétablissement de la compétitivité de notre tissu productif, la soutenabilité de nos finances publiques, la mise en œuvre de réformes structurelles indispensables pour libérer les forces de notre économie et une politique européenne plus favorable à la croissance. Et le gouvernement, comme la majorité, doivent répondre ensemble à ces deux questions. Comment redresser nos comptes sans étouffer la croissance et quelles réformes mener pour susciter activement la reprise de l'activité? C'est l'objet du premier programme national de réforme et du premier programme de stabilité que nous présentons aujourd'hui, que d'y apporter des réponses précises et ambitieuses. Avant d'entamer ce débat, je tiens à vous dire mes regrets de ne pouvoir y participer jusqu'à son terme, car je dois ensuite partir pour la Chine, où j'accompagne le président de la République. Mais Bernard Cazeneuve est là et prendra le relais. Ces programmes décrivent la stratégie économique du gouvernement, ainsi que le scénario macroéconomique et la trajectoire des finances publiques qui les sous-tendent. Ils disent aussi quelles réformes nous mènerons pour atteindre les dites prévisions de croissance. Mais ce ne sont pas des lois de finances, ça n'a pas à être voté exactement dans les mêmes formes. En même temps, ce sont des textes, c'est vrai, qui ont une portée symbolique et politique extrêmement forte. Nous leur avons accordé le même soin. Ils doivent être abordés par la représentation nationale dans le même esprit, qui est un esprit de responsabilité. Et on ne peut pas, à partir de ce moment-là, entamer le même processus qu'une loi de finances. N'oublions pas que ces documents seront ensuite transmis à la Commission européenne, puis ensuite feront l'objet de commentaires de sa part, avec de nouvelles prévisions, qu'il y aura des recommandations venant de la Commission européenne, que ce sera adopté lors d'un Conseil ECOFIN à la mi-juin, et enfin par le Conseil européen des 27 et 28 juin. Voilà ce qu'est le programme de stabilité, voilà ce qu'est le programme national de réforme. Ces programmes s'inscrivent dans un contexte difficile, il faut rappeler en préambule. En premier lieu, je le dis ici avec douceur, nous avons un lourd héritage à assumer. Je ne me livre pas à cet exercice pour le plaisir de la rhétorique ou par volonté de défausse ou de répétition. Nous sommes aux responsabilités, nous, le gouvernement avec sa majorité, et c'est nous qui serons jugés sur nos résultats. Mais en même temps, les faits sont têtus, les conséquences de ces faits sont lourdes, et c'est cela que nous avons à faire. L'héritage financier est terriblement pesant, Madame Deségo, terriblement pesant. 600 milliards de dettes supplémentaires, un ratio de dette rapporté à notre richesse nationale qui a augmenté, écoutez bien, de 20 points, un déficit structurel dégradé de 1,8 point en 5 ans, alors que tous les autres pays de la zone euro ont fait des efforts d'ajustement structurel, un déficit nominal qui aurait été de 5,5% si le gouvernement, avec la majorité, n'y avait pas mis bon ordre pour ramener cela à 4,8% en 2012. Des faiblesses structurelles aussi, une croissance nulle de 2007 à 2011, un chômage qui a crû de 1 million sous le quinquennat précédent, 750 000 emplois perdus dans l'industrie en 10 ans, une compétitivité qui s'est lourdement affaiblie en 10 ans et que révèle un déficit commercial encore supérieur à 65 milliards d'euros en 2012. J'ai été membre d'un gouvernement entre 1997 et 2002 et je me souviens qu'en 2002, la France était dans un excédent commercial de 3 milliards et qu'à l'époque, on parlait de l'Allemagne comme l'homme malade de l'Europe. Regardez ce qui s'est passé. Je ne reviens pas davantage là-dessus, si ce n'est que pour souligner que face à une situation aussi dégradée, nous devons nécessairement mener nos efforts de redressement sur le long terme. En second lieu, nous sommes confrontés, je ne m'y attarde pas, à une crise sans précédent dans la zone euro. J'ai déjà eu l'occasion de le dire ici et je le redis, nous avons apporté des réponses fortes à la crise de la zone euro. La zone euro n'est plus menacée dans son existence. La stabilité y est revenue. Mais en même temps, la crise dans
la zone euro demeure, c'est-à-dire une crise de croissance que nous devons affronter au moment même où la zone euro, ce sont les présidents de la Commission, pourrait avoir une deuxième année de récession consécutive, alors que le chômage touche 19 millions de personnes dans la zone euro, à tel point que le président de la Commission européenne, M. Barroso lui-même, a été amené hier à dire qu'il fallait revisiter les politiques économiques européennes. Dans ce contexte, je veux rappeler le sens de notre action. Tout d'abord, réformer au bon rythme pour réussir le redressement économique du pays. Il y a actuellement, il ne faut pas l'ignorer, un débat en France sur le rythme du redressement des comptes publics au regard de la nécessité de soutenir la croissance. Peut-on redresser l'économie sans redresser les finances publiques? Je me suis, depuis un an, souvent et longuement exprimé devant vous pour dire que le président de la République a fait du sérieux budgétaire un des axes de sa politique économique. Il ne faut pas opposer remise en ordre des comptes et croissance. Et personne ne peut dire ou penser que l'endettement serait une bonne chose pour l'économie. Une économie qui s'endette, c'est une économie qui s'affaiblit, qui s'appauvrit, qui perd de sa souveraineté, qui perd de sa liberté, surtout quand elle commence à s'endetter à des taux de plus en plus chers. Alors nous avons la chance d'avoir des taux historiquement bas, il faut la garder. Et la question n'est plus celle-là, c'est comment concilier redressement des finances publiques et croissance. Pas en étant dogmatique, pas en étant rigide, mais en passant à un pilotage dit en termes structurels, en mettant l'accent sur les dépenses publiques, en engageant nos finances publiques sur la voie d'un assainissement en profondeur, durable, mais aussi en laissant jouer les stabilisateurs automatiques quand la situation économique l'exige. Et à l'évidence, mesdames et messieurs les sénateurs, je crois qu'elle l'exige aujourd'hui. C'est ainsi que nous pourrons préserver les conditions de la croissance. Cette question du rythme du redressement, le gouvernement la porte avec force depuis l'élection de François Hollande dans tous les forums de coopération économique internationaux, à l'échelle européenne d'abord, où nous avons obtenu un pacte de croissance qui désormais se met en œuvre, dans nos relations bilatérales, notamment avec nos voisins allemands, et aussi dans les enceintes multilatérales. Je participais la semaine dernière à Washington aux assemblées générales du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale et aux réunions du G20, et j'ai noté là une convergence très forte autour d'un même message: davantage doit être fait pour la croissance et pour l'emploi, tout en améliorant les efforts pour la souveraineté et la soutenabilité budgétaire. Et je vous le dis ici, le climat change, c'est clair. Les priorités de l'économie mondiale, elles se tournent désormais davantage vers la croissance, sans oublier évidemment la gestion des finances publiques. Le sérieux ne doit pas être abandonné. Les réformes de structure sont indispensables, mais l'austérité n'est pas la solution. Et la voie, le chemin que nous empruntons, que nous voulons proposer à l'Europe, je pense que c'est la bonne voie et le bon chemin. Je reviens maintenant à nos programmes et d'abord à nos prévisions. Nos prévisions, elles sont identiques pour 2013 et 2014 à celles de la Commission européenne. Prudence, réalisme, crédibilité. 0,1% en 2013, 1,2% en 2014. Nous pensons qu'ensuite, l'économie française peut et va reprendre sur un rythme de 2% par an entre 2015 et 2017. Ce ne serait d'ailleurs qu'une partie du rattrapage, du retard de croissance qui a été accumulé dans les années passées au regard de notre croissance potentielle. Le Haut Conseil des finances publiques, nouvelle instance créée à l'initiative du gouvernement pour éclairer le débat parlementaire, symbole de transparence et de rénovation en profondeur de gouvernance des finances publiques, a rendu la semaine dernière son avis sur ces prévisions. Je ne veux pas le cacher ici. Et dans son avis, il estime que le scénario macroéconomique du gouvernement est entouré, je cite, d'un certain nombre d'aléas qui, dans leur ensemble, font peser un risque à la baisse sur les prévisions. Nous reconnaissons l'existence de facteurs qui jouent à la baisse comme à la hausse, et le Haut Conseil les mentionne aussi. Mais j'ai souhaité confirmer avec Bernard Cazeneuve, devant votre commission des finances mercredi dernier, et je le redis ici, les prévisions du programme de stabilité, parce que tout simplement, j'ai la conviction qu'en faire moins serait d'une part nous précipiter dans un ajustement injustifié, ce serait aussi faire preuve d'un pessimisme ou d'une défiance à l'égard de notre économie que rien, mesdames et messieurs les sénateurs, rien ne justifie. Parce que les prévisions que je vous présente s'appuient sur deux convictions. La première, c'est que l'Europe va progressivement redémarrer. Le plus gros des efforts est passé pour la plupart des pays. Les décisions du pacte de croissance vont produire leur effet.
Les pays sous tension pourront bénéficier de meilleures conditions de financement grâce à la mise en œuvre résolue de l'union bancaire pour laquelle la France, vous le savez, se bat. Et quand je dis union bancaire, je pense à l'union bancaire entière, globale, pas uniquement la supervision intégrée. Et ma deuxième conviction, c'est que les réformes que nous menons en France portent leurs fruits. Ces réformes, précisément, elles constituent le substrat du programme du même nom, et je voudrais m'y arrêter un instant. Le programme national de réforme, il envisage trois grands axes. D'abord, en matière de compétitivité, ce gouvernement a pris plus de décisions positives pour la compétitivité en 11 mois que tous ses prédécesseurs en 10 ans. Et 2013 sera consacré à la mise en œuvre et à l'approfondissement des mesures prises. D'abord, la réorientation du système fiscal pour encourager la compétitivité et l'innovation. Cela sera poursuivi encore à travers les assises de l'entrepreneuriat qui se réuniront lundi autour du président de la République, mais c'est notamment le sens des 20 milliards d'euros du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi qui permettra de relever l'activité de 0,5 point de PIB et de créer 300 000 emplois d'ici 2017. Nous avons également remis le secteur financier au service de l'investissement, de l'économie réelle, au service des PME, des ETI. Nous l'avons fait avec la création, par exemple, de la Banque publique d'investissement, approuvée par votre Assemblée, avec la loi bancaire, approuvée sans opposition par votre Assemblée, avec le plan trésorerie ou encore le soutien au financement de l'investissement des collectivités locales. Et cette réforme ne sera pas interrompue puisqu'il reste encore des mesures à prendre, par exemple en matière de réforme de l'épargne financière sur la base des travaux de 2 députés, Karine Berger et Dominique Lefebvre. C'est également pour soutenir notre compétitivité que nous mènerons en 2013 des réformes de structure majeures qui sont indiquées ici concernant les services, l'énergie, le logement, le ferroviaire, avec un objectif, faire baisser les prix, donc réduire les coûts des entreprises. Et je citerai encore et enfin le fait qu'avec Benoît Hamon, nous présenterons début mai un projet de loi sur la consommation qui renforcera le droit des consommateurs, qui contribuera à lutter contre les ventes injustifiées. Et une réforme du secteur ferroviaire, je l'ai dit, sera également présentée au premier semestre de cette année. Deuxième axe, le gouvernement s'attache à préparer l'avenir en encourageant la structuration de l'économie autour de filières industrielles, en soutenant les secteurs stratégiques par une politique d'investissement ciblée. Le gouvernement organisera au premier semestre une consultation pour retenir les initiatives industrielles prioritaires pour le quinquennat, soutenues par un fonds multisectoriel doté de 590 millions d'euros qui sera mis en place au sein de la BPI. En parallèle, nous mènerons une politique d'investissement de long terme dans les secteurs clés du logement, de la rénovation thermique, du numérique. Sur ce dernier point, les mesures ont déjà été prises. Voilà ce que nous voulons faire. Enfin, en matière de lutte contre le chômage et la précarité, nous travaillerons tout au long de l'année 2013 au plein déploiement des mesures adoptées, beaucoup aussi par votre Assemblée, et nous amplifierons leurs effets par une grande réforme de la formation professionnelle. Je citerai la création de 150 000 emplois d'avenir d'ici fin 2014, qui va réduire le chômage des jeunes. Je citerai le plein déploiement des mesures adoptées, qui est aussi celui de la réforme du marché du travail, avec l'accord national interprofessionnel du 11 janvier, qui a été identifié à l'étranger. Je vais vous le dire. Je ne sais pas si c'est toujours perçu comme ça en France, mais c'est pourtant la vérité, comme un signe absolument majeur de la volonté du gouvernement et des partenaires sociaux de permettre à la France de se réformer en facilitant l'adaptation des entreprises de choc structurel tout en accordant de nouveaux droits aux salariés, clé de voûte là de la lutte contre le chômage qui nous mobilise tous. Et je le répète, ce volet sera complété au second semestre par la renégociation de la convention d'assurance chômage et surtout par une réforme d'ampleur de la formation professionnelle. Ces réformes, et j'en viens au bout de mon propos, permettent d'envisager un redressement des comptes publics dont le rythme et les modalités sont retracés dans le programme de stabilité qui a été largement approuvé par l'Assemblée nationale hier. La stratégie de remise en ordre des comptes qu'il expose participe du redressement économique auquel nous travaillons. Parce que, je le dis ici, redressement des comptes publics et redressement de l'appareil productif sont deux faces d'une même médaille. Le Sénat est fait pour construire, Monsieur le Président, vous le savez bien. C'est important. Et le désendettement est un facteur de compétitivité. J'aimerais que ce soit toujours votre préoccupation. Et cette stratégie, elle est dictée par un impératif. Trouver le bon équilibre, le bon rythme pour la remise en ordre de nos comptes. Quels sont les 3 temps distincts que nous envisageons? D'abord, le premier temps couvre 2013. Nous ajusterons le rythme d'assainissement des comptes pour ne pas briser la croissance. Le second s'ouvrira en 2014. Nous approfondirons notre effort structurel pour nous donner les moyens d'atteindre notre objectif de déficit. Ce sera une année de tournant, de basculement dans la répartition des efforts entre recettes et dépenses vers les économies de dépenses. À partir de 2015, enfin, nous commencerons à réduire la part de l'endettement dans le PIB. Nous progresserons vers l'équilibre structurel grâce à la montée en puissance de nos économies.
Comme l'a dit le président François Hollande, notre politique économique n'est pas une politique d'austérité, c'est une politique sérieuse et juste. Pour 2013, donc, nous éviterons, et nous le faisons consciemment, volontairement, d'ajouter l'austérité à la récession, et le déficit public nominal s'établira au chiffre prévu par la Commission européenne, 3,7%. Ça veut dire que nous refusons, Bernard Cazeneuve et moi-même, dans nos fonctions, un nouveau plan d'ajustement budgétaire. L'effort a déjà été considérable. Nous ne présenterons pas de collectif budgétaire à cet effet. Pourquoi ça? Parce que l'effort structurel de 1,9 point, c'est sans précédent en 2013, ne peut pas être aggravé sans risque de récession. Et nous ne voulons pas précipiter l'économie française dans la récession. Nous voulons laisser jouer les stabilisateurs automatiques et faire en sorte, en effet, que les moteurs de la croissance soient soutenus. Nous refusons les conséquences dramatiques pour l'emploi et pour les entreprises qui résulteraient d'un plan d'austérité. Et donc, c'est une politique équilibrée qui garde le cap du sérieux budgétaire, qui préserve les capacités de l'appareil économique à croître. Nous tiendrons ce cap avec détermination, je veux vous l'assurer ici. C'est en 2014, dans un second temps, que nous nous donnerons les moyens d'atteindre un déficit à 2,9%, grâce à un effort structurel moins important de 1 point de PIB, qui nous permettra de respecter nos engagements européens sans briser la croissance, avec un effort structurel qui reposera à 70% sur des économies et à 30% sur des recettes, 2014 étant donc, à de nombreux égards, une année charnière, grâce notamment à la montée en puissance de la modernisation de l'action publique, qui est une condition sine qua non pour faire en sorte que les économies ne se réalisent pas, comme ce fut le cas dans le passé, par un effet de toise aveugle qui s'est appelé RGPP et qui n'est pas la bonne façon de procéder, car si on veut moderniser, il faut toujours associer les usagers et aussi faire en sorte que les agents se sentent engagés. Et je dis ici que nous procéderons à l'évaluation de la totalité des politiques publiques pour permettre des économies intelligentes permettant de préserver des priorités sociales, éducatives, économiques dont les Français ont besoin. Mesdames et messieurs les sénateurs de l'opposition, même si ça vous gêne, nous irons dans ce sens-là. Voilà, mesdames et messieurs les sénateurs, les principaux éléments de notre programme de stabilité, de notre programme national de réforme. Notre ambition, elle est connue, elle s'inscrit dans la durée. Nous voulons redresser le pays, rétablir ses comptes publics, rendre la France plus productive, en gardant toujours le souci de la justice sociale, de l'emploi, en donnant priorité toujours à l'investissement à la jeunesse. Et le gouvernement entend, par les choix qui vous sont proposés, associer crédibilité et ambition, adopter un rythme de consolidation budgétaire qui ne pénalise pas la croissance, mettre en œuvre des réformes profondes qui préparent l'avenir sans nous renier. Et ça prend du temps, c'est vrai, mais le sillon se creuse. Mettre en œuvre donc ces réformes pour une économie plus forte, plus respectée, pour donner les moyens à la France de peser davantage dans la réorientation de la construction européenne, dont je peux vous assurer quelle est la volonté du président et du gouvernement. Mais je le dis aussi d'un dernier mot, ne croyons pas que nous sommes plus forts en Europe si nous laissons faire ou si nous laissons aller. Pour être plus fort en Europe, il faut d'abord être crédible. C'est cette ligne de crête que nous suivons. Ces choix, ceux que nous vous proposons, refusent l'austérité dont les Français, à juste titre, ne veulent pas. Mais ce sont des choix sérieux, ce sont des choix responsables. Ils sont, je le redis, ambitieux, ils sont réalistes et j'attends du Sénat, à travers le débat d'aujourd'hui, plus que de la compréhension, le soutien à cette politique qui est celle dont la France, tout simplement, a besoin aujourd'hui. Je vous remercie. Merci. La parole à Monsieur Bernard Cazeneuve, ministre chargé du budget. Bien, mesdames et messieurs les sénateurs, je voudrais, après Pierre Moscovici, et avec le souci de la complémentarité par rapport aux propos qu'il vient de tenir, dire quelques mots sur la trajectoire de finances publiques dans laquelle nous sommes engagés et que décrit ce programme de stabilité, en insistant plus particulièrement sur quelques sujets budgétaires. Car dans ce programme de stabilité, il y a des considérations qui renvoie à l'évaluation que nous faisons de la conjoncture économique, d'un certain nombre de données macroéconomiques qui caractériseront l'évolution de nos économies au cours des prochaines années,
mais il y a aussi une trajectoire budgétaire qui nous engage et sur laquelle il nous faudra, année après année, à mesure que dans le cadre du semestre européen nous présenterons nos programmes de stabilité, rendre compte devant la représentation nationale des conditions dans lesquelles nous atteignons nos objectifs en termes d'indicateurs budgétaires. Je voudrais profiter de cette séance pour répondre très simplement, avant que le débat ne s'engage entre nous, à quelques questions simples. Ces questions simples sont les suivantes, et je voudrais le faire en me fondant non pas sur des impressions, encore moins sur la volonté de polémique, mais simplement sur des chiffres. Première question, est-ce que depuis l'alternance qui s'est produite au mois de mai dernier, la situation des dépenses a évolué? Est-ce que nous sommes ou non dans une meilleure maîtrise des dépenses publiques? Et dans quelle trajectoire nous inscrivons-nous pour les mois qui viennent? Deuxième question à laquelle je souhaite répondre avec vous, y a-t-il, comme cela parfois est avancé, pas systématiquement de façon nuancée, une volonté de procéder à des ajustements budgétaires par la convocation systématique de l'impôt? Comment a évolué la pression fiscale? Comment évoluera-t-elle dans les semaines, les mois et les années qui viennent? Et quelle est la politique fiscale de ce gouvernement jusqu'à l'horizon 2017? Troisième question à laquelle je souhaiterais pouvoir répondre avec vous, c'est quelle est, compte tenu de ce qu'est notre stratégie d'évolution des dépenses et de notre politique fiscale, l'évolution prévisible de nos déficits publics? Et enfin, je voudrais répondre à une dernière question, et j'en aurai terminé. Quel est l'impact de cette politique budgétaire, de cette trajectoire de finances publiques sur la croissance? Et avant que d'évoquer ces quatre questions, reprenant quelques-uns des éléments qui ont été évoqués de façon très large et approfondie par le ministre de l'Économie et des Finances à l'instant, je voudrais m'interroger avec vous sur les hypothèses de croissance qui ont été commentées par le Haut Conseil des finances publiques, qui est une instance que nous avons créée au terme de la ratification du traité, de manière à pouvoir disposer d'éléments objectifs. Et je voudrais notamment regarder avec vous l'appréciation que le Haut Conseil des finances publiques porte sur les hypothèses de croissance sur lesquelles nous fondons notre trajectoire. Ces hypothèses de croissance sont les suivantes: 1,2% de croissance en 2014, puis 2% de croissance dans les années qui suivent. Comme l'a dit Pierre Moscovici à l'instant, cela suppose que nous continuions à être volontaristes pour aller chercher la croissance là où elle se trouve et que nous menions des politiques qui permettent de faire en sorte que cette croissance soit possible. C'est ce qui conduit le Haut Conseil des finances publiques et un certain nombre d'observateurs à considérer que nous sommes optimistes. Ce que certains appellent optimisme, nous le qualifions de volontarisme, parce que nous avons la volonté, à la fois en France et en Europe, de créer les conditions de la croissance. Et je pense que ce que nous proposons en termes de stratégie de croissance doit être apprécié à l'aune de ce qui a été présenté par les gouvernements précédents au titre des précédents programmes de stabilité. Et je crois qu'il y a une année très emblématique de ce qu'a été la relation du gouvernement précédent à la croissance, c'est l'année 2012. Faut-il rappeler que lorsque le projet de loi de finances pour 2012 a été préparé par la précédente majorité, nous étions à une hypothèse de croissance de 1,75%. Tous ceux qui étaient là à l'époque se souviennent que le projet de loi de finances, je dis bien le projet de loi de finances, se fondait sur une hypothèse très optimiste d'un 75%. Lorsque la loi de finances initiale a été débattue par votre Assemblée, nous étions à 1%, c'est-à-dire qu'en quelques semaines, pas en quelques mois, l'hypothèse avait été corrigée de 0,75%. Puis une loi de finances rectificative, parce que c'était la modalité de pilotage des affaires budgétaires il y a de cela quelques mois. On partait sur des hypothèses très ambitieuses et on multipliait les lois de finances rectificatives de manière à corriger une trajectoire qui n'avait pas été totalement pertinente à l'origine. C'était surtout, Madame la sénatrice, très aléatoire, parce que 1,75, puis 1 quelques semaines après, puis 0,5 quelques semaines après, puis 0,7 dans le programme de stabilité. Dans le rat Blanchard, où j'ai appris à naviguer, ça s'appelle du navigage à la godille. Donc c'était ça la méthode qui prévalait.
beaucoup d'approximations dans les hypothèses sur lesquelles se fondait la trajectoire, et comme il y avait beaucoup d'approximations dans les hypothèses qui présidaient à la définition de la trajectoire, mécaniquement, il y avait beaucoup de corrections en cours de trajectoire. C'est la raison pour laquelle beaucoup de lois de finances rectificatives sont venues par le passé corriger des hypothèses initiales qui n'étaient pas toujours pertinentes, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on nous demande aujourd'hui de reproduire ce schéma, c'est-à-dire de nous engager dans des lois de finances rectificatives, ce que nous ne ferons pas pour l'année 2013, parce que si nous faisions cela, cela signifierait que nous nous apprêtons à corriger le niveau des dépenses et le niveau des recettes, c'est-à-dire que nous nous apprêtons à diminuer les dépenses et à augmenter les impôts, ce qui signifierait que nous sommes dans une situation particulièrement dégradée de l'économie européenne et mondiale, prêts à ajouter de l'austérité à l'austérité, ce que nous ne ferons pas. Je rappelle ces éléments concernant les chiffres de croissance, tout simplement pour dire, notamment aux sénateurs de l'opposition et sénatrices, que je respecte dans les interrogations qu'ils formulent, que nous sommes beaucoup plus prudents qu'ils ne l'ont été lors de l'élaboration des lois de finances précédentes, et que nous le sommes d'autant plus que l'hypothèse sur laquelle nous fondons notre trajectoire de finances publiques à la faveur de la présentation de ce programme de stabilité sont exactement les hypothèses de la Commission européenne. Puisque la Commission européenne, pour l'année qui s'ouvrira dans quelques mois, est sur une hypothèse de croissance pour l'heure de 1,2%. Je voudrais ensuite en arriver aux 4 questions que j'ai posées. La première question, c'est comment évolueront les dépenses dans le cadre de ce programme de stabilité au regard de ce qu'a été l'évolution des dépenses au cours des 10 dernières années, et peut-on, à l'aune des résultats déjà obtenus depuis près de 12 mois, considérer que ce que nous préconisons en termes d'évolution des dépenses publiques est pertinent? Je voudrais m'en tenir aux chiffres, parce que même si l'exercice budgétaire n'est pas une science exacte, il est une science rigoureuse, et on évite d'autant plus facilement les polémiques et les mauvais débats que l'on adosse le raisonnement que l'on tient à des chiffres incontestables. Et les chiffres dont je vais parler le sont, puisqu'ils n'appartiennent pas à des spéculations pour l'avenir, mais à des choses constatées pour le passé. D'abord, les pourcentages d'évolution des dépenses publiques au cours des 10 dernières années. Entre 2002 et 2007, l'évolution des dépenses publiques a été de 2,3% en moyenne pendant la période. L'évolution des dépenses publiques entre 2007 et 2012 a été de 1,7% en moyenne pendant la période. En 2012, pour des raisons sur lesquelles je vais revenir dans un instant, nous avons une évolution des dépenses publiques qui est de 0,7%, là où nous étions engagés sur un objectif de 0,5%. Le décalage de 0,2 résulte simplement d'une dépense plus dynamique des collectivités locales, mais personne ne peut nier, qui connaît ces chiffres dans cet hémicycle, que nous sommes dans un rapport de 1 à 4 en termes de dynamique d'évolution des dépenses publiques entre 2002-2012 et la trajectoire, la tendance sur laquelle nous sommes depuis le début de l'année. Je veux également signaler qu'en 2012, nous avons eu une diminution des dépenses de l'État, je dis bien des dépenses de l'État, pour la première fois quasiment depuis le début de la Ve République, de 300 millions d'euros. Là où les dépenses de l'État avaient augmenté en moyenne au cours des années précédentes de 6 milliards par an, 5 à 6 milliards par an, notre objectif pour 2014 est une diminution des dépenses de l'État de l'ordre de 1,5 milliard d'euros. C'est la raison pour laquelle je trouve qu'il y a peu de modération dans la critique qui nous est adressée de l'incapacité dans laquelle nous serions de maîtriser les dépenses publiques, alors que lorsqu'on regarde les taux d'évolution des dépenses publiques et l'évolution nominale des dépenses de l'État, nous constatons encore une fois que le rythme d'évolution des dépenses publiques s'est réduit dans une proportion de 1 à 4 et que pour la première fois, nous voyons les dépenses de l'État diminuer là où elles augmentaient dans les proportions que je viens d'indiquer dans les années précédentes. On pourrait considérer que les dépenses de l'État
et les dépenses publiques évoluent de façon contrastée et que ce que je dis sur les dépenses de l'État n'est pas nécessairement vrai pour ce qui concerne d'autres dépenses publiques. Je veux parler des dépenses de protection sociale. Je veux quand même rappeler là aussi des chiffres précis qui ne peuvent être contestés par personne qui est intellectuellement honnête sur ces questions. Les dépenses de l'ONDAM, qui ne sont pas des dépenses qui concernent une enveloppe réduite dans les dépenses publiques globales. Les dépenses de l'ONDAM ont augmenté d'un peu plus de 2% dans le courant de l'année précédente. Faut-il rappeler qu'au cours du dernier quinquennat, les dépenses de l'ONDAM en moyenne annuelle ont évolué de plus de 4%. Nous sommes dans un rapport de 1 à 2 pour ce qui concerne les dépenses d'assurance maladie entre ce qui s'est passé dans le précédent quinquennat et ce qui se passe depuis le début du quinquennat qui vient de débuter. Et lorsque l'on prend la trajectoire globale prévue par le précédent gouvernement en 2012 concernant les dépenses d'assurance maladie, on constate que par un effort de maîtrise de ces dépenses, nous avons par rapport à la projection de la précédente majorité 1 milliard de moins de dépensés en termes de dépenses d'assurance maladie en 2012, ce qui a permis une diminution de l'ordre de 4 milliards entre 2011 et 2012 des dépenses du déficit du régime général, là où entre 2006 et 2011, il avait évolué de façon spectaculaire de 6 milliards. Donc, voilà quels sont les chiffres concernant la dépense. Ces chiffres sont incontestables et je trouve qu'ils témoignent du mauvais procès qui nous est fait lorsque nous sommes soumis à la critique de ceux qui ont contribué à l'aggravation des dettes, au dérapage de la dépense publique, au creusement des déficits et qui ignorent les résultats que je viens d'indiquer comme pour s'exonérer de leurs responsabilités pour le passé et ne pas reconnaître ce que sont les trajectoires dans lesquelles nous nous sommes engagés depuis que nous sommes en situation de responsabilité et pour l'avenir. Et je rejoindrai volontiers les propos tenus par le sénateur Jean Arthuis à l'occasion de la réunion de la Commission des finances il y a de cela quelques jours dans cette Assemblée. Lorsque Jean Arthuis disait que sur les questions budgétaires, il peut y avoir des orientations politiques différentes, mais qu'il y a une réalité à laquelle l'on n'échappe pas, c'est la réalité des chiffres établis qui retracent la réalité du passé. Et dans le passé dont nous parlons, il y a une partie du passé qui renvoie à une situation où nous n'étions pas en situation de responsabilité, et il y a un passé dont nous sommes comptables, qui est celui dont je rends compte à l'instant pour ce qui relève de l'action que nous avons conduite depuis 12 mois. Voilà pour les dépenses. La deuxième question dont je voulais parler, c'est celle de la pression fiscale et de la stratégie fiscale qui est celle de ce gouvernement pour les années qui viennent. D'abord, je veux rappeler que le semestre européen a cet avantage qu'il permet à nos deux assemblées d'être parfaitement informées et affranchies quant aux intentions des gouvernements devant l'Union européenne. Le semestre européen a ce mérite qui nous invite année après année, à la faveur de l'examen de ces pactes de stabilité, à indiquer quelles sont nos trajectoires, quels sont nos indicateurs, quelles sont nos statistiques, et par conséquent permet aux sénateurs et aux députés, année après année, de constater le décalage qui existe entre les objectifs qu'on s'est assignés à soi-même et les résultats qu'on a obtenus. Et par conséquent, lorsque l'on regarde le programme de stabilité présenté par la précédente majorité et qui prévoyait des augmentations d'impôts, on constate que la trajectoire fiscale du précédent gouvernement est à peu près la même en termes de pourcentage et d'évolution, à quelques chouïas près de ce que nous nous proposons de faire en termes d'évolution. Pourquoi ? Tout simplement parce que les déficits sont à ce point importants et la dette à ce point significative qu'il est impossible de procéder à l'ajustement de nos finances publiques par la seule mobilisation de la diminution des dépenses publiques, car si nous le faisions, nous remettrions en cause des services publics qui constituent dans la crise le patrimoine de ceux qui n'ont rien,
Et le ministre du Budget est aussi le ministre du patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Et par conséquent, nous devons veiller, lorsque nous procédons à des économies, à ne pas remettre en cause les services publics et la protection sociale, parce que, si nous le faisions, cela aurait des conséquences récessives évidentes, qu'il faut bien convoquer l'impôt de façon raisonnable lorsqu'on veut ajuster, et nous avons cherché à le faire dans la justice. Alors je voudrais indiquer quelle est notre trajectoire fiscale pour les années qui viennent, et notamment pour l'année 2014. Pour l'année 2014, nous aurons un effort à faire de 20 milliards. Comme l'a indiqué le Président de la République, et vous vous rendrez compte lorsque je présenterai la loi de finances pour 2014 devant votre Assemblée que cet engagement sera respecté, cet effort sera fait pour les 2/3 à travers des économies et pour 1/3 à travers une augmentation de la pression fiscale qui représentera un effort de 0,3% en 2014, qui s'atténuera dans les années qui suivent au point d'avoir en 2016-2017 un taux de pression fiscale comparable à celui que nous avions en 2013, c'est-à-dire que l'effort fiscal demandé en 2014 sera compensé dans les années qui suivent. Ces 6 milliards d'euros d'effort fiscal, comment les documenter? D'où viennent-ils? Constituent-ils ce que certains d'entre vous appellent un matraquage fiscal? La réponse est non. La réponse est non. Pourquoi? Parce que dans ces 6 milliards d'euros, il y a d'abord 1 milliard d'euros d'augmentation de cotisations sociales déjà actées dans le cadre de l'accord passé entre les partenaires sociaux au titre du régime des retraites complémentaires Agirc-Arrco, donc cela est déjà acté et engrangé. Il y a des recettes qui étaient prévues dans le budget 2013, mais qui n'ont pas été réalisées pour des raisons qui tiennent notamment au fait que des recettes n'ont pas donné le rendement attendu, je pense notamment à la taxe sur les transactions financières, qui tiennent aussi au fait que le Conseil constitutionnel a annulé un certain nombre de dispositions qui devaient produire recettes fiscales, je pense notamment à la taxe sur les 75%. Le budget de 2014 sera l'occasion, à hauteur de 1 milliard, de procéder à la récupération de ce produit fiscal qui était envisagé en 2013 et qui, pour les raisons que je viens d'indiquer, n'a pas donné le rendement attendu ou n'a pas été perçu. Ensuite, nous avons à peu près 4 milliards d'euros que nous attendons de la lutte contre la fraude fiscale et de la poursuite du travail que nous avons engagé sur les niches fiscales et les niches sociales. Je veux rappeler que la lutte contre la fraude fiscale a permis en 2012 d'augmenter de 2 milliards le niveau de recettes résultant de cette action de l'administration fiscale contre les fraudeurs. Nous avons l'intention de continuer et d'intensifier ce travail parce que ceux qui doivent acquitter l'impôt en France en raison des règles fiscales qui régissent le fonctionnement de nos finances publiques doivent acquitter cet impôt, et tout ce que nous prélevons sur ceux qui essaient d'y échapper est bon pour nos recettes, est bon pour nos équilibres budgétaires, et de surcroît, c'est citoyen et juste. Et nous avons également l'intention de poursuivre par un nettoyage des niches fiscales et sociales. Voilà d'où viennent les 6 milliards. Et je veux dire devant le Sénat, et nous aurons l'occasion d'en débattre à l'occasion des prochains mois et des prochaines années, que nous ajusterons par les économies les prochains budgets et nous ne solliciterons l'impôt qu'à la marge lorsque cela sera vraiment indispensable. Les économies seront désormais le moyen privilégié de l'équilibre de nos budgets pour favoriser la croissance et faire en sorte que l'économie puisse redémarrer. Et le Président de la République aura, dans quelques jours, sur ces sujets, à s'exprimer pour ce qui concerne notamment la fiscalité des entreprises. Je voudrais par ailleurs dire quelques mots, c'est le troisième sujet, sur les déficits. Parce que non seulement nous avons une meilleure maîtrise des dépenses, nous avons une politique fiscale raisonnable, mais elle a un impact sur les déficits. Faut-il rappeler, ces chiffres sont incontestables eux aussi. Incontestables. Le déficit structurel de la France est passé de 30 à 100 milliards, à l'occasion du précédent quinquennat. De 30 à 100 milliards. En pourcentage, il a augmenté de près de 2%.
Lorsque l'on regarde l'évolution de la dette, elle a pris 25 points de PIB à l'occasion du dernier quinquennat. Quelle est l'évolution du déficit structurel depuis 2012 ? En 2012, nous avons trouvé une situation parfaitement photographiée par un audit de la Cour des comptes que nous avons sollicité, qui montrait qu'il y avait un risque de dérapage des dépenses à hauteur de 2 milliards et une surestimation manifeste des recettes fiscales à hauteur de 8. Nous avons donc pris des dispositions de caractère fiscal en sollicitant 7 milliards de prélèvements supplémentaires. Nous ne pouvions pas faire autrement puisque nous arrivions. Et nous avons, par une recherche d'économie et un surgel, maîtrisé les dépenses de l'État. Le résultat de cela est que nous avons réussi à éviter le dérapage du déficit nominal. Il aurait été de 5,5 si nous n'avions pas pris ces mesures. Il n'a été que de 4,8. Et s'il y a une différence de 0,3 entre la cible qui était la nôtre, c'est-à-dire 4,5, et les 4,8 constatés, c'est pour des raisons qui tiennent à des événements exceptionnels, qui s'appellent la nécessaire recapitalisation de Dexia, qui s'appellent la nécessité d'absorber 800 millions d'euros au titre du budget européen, parce qu'on avait décidé de sous-évaluer les crédits de paiement nécessaires au financement des politiques de l'Union, et qu'il a fallu, à la demande de la Commission européenne, rattraper ce retard. Cela résulte aussi du fait que le déficit 2011 a été de 5,3%, là où on s'attendait à ce qu'il ne soit que de 5,2%, donc ces 0,1% 2011 ont un impact sur le déficit 2012. Et il y a, il est vrai, une part de responsabilité qui nous incombe, puisque nous avions fondé la loi de finances rectificative sur une hypothèse de 0,3 et que nous avons en réalité une croissance moindre, qui explique aussi le décalage qui existe entre le déficit sur lequel nous nous étions engagés et le déficit réel constaté. Mais en termes de déficit, 2012 aura été la première année de diminution significative du déficit structurel, 1,2%. Nous avons un objectif de 1,8% en 2013 et un objectif de 1% en 2014. Ces chiffres sont des chiffres incontestables. Je comprends qu'ils gênent, puisqu'ils vont à l'encontre d'une opération d'enfumage constante à laquelle nous devons faire face. Mais ils sont simplement la réalité des chiffres constatés et en matière budgétaire, on ne peut pas échapper à la réalité des chiffres. Voilà pour ce qui concerne les dépenses, voilà pour ce qui concerne la fiscalité, voilà pour ce qui concerne les déficits. Alors maintenant, je conclurai par la croissance. Est-ce que cette politique de rigueur, car il faut la qualifier, dans laquelle nous sommes engagés, est une politique qui nous éloigne de l'investissement et de l'ambition de croissance? Je voudrais simplement rappeler que ce gouvernement s'est engagé en mobilisant les moyens de l'Union et ces moyens propres dans une stratégie d'investissement extrêmement ambitieuse. Je vais là aussi prendre des exemples concrets pour conclure. 1. 20 milliards d'euros d'équipements numériques des territoires sur 10 ans. 2. Volonté d'accompagner la construction de 500 000 logements sociaux à travers des efforts significatifs faits de diminution de la TVA sur la construction de logements sociaux neufs. Volonté de faire en sorte que tout cela permette d'accompagner le bâtiment dans sa relance, parce qu'on sait à quel point l'activité du bâtiment a un impact sur la croissance. Nous pourrions également évoquer les 120 milliards d'euros du pacte de croissance négocié au mois de juin, qui sera d'ailleurs à l'ordre du jour du Conseil européen de mai, et qui représente pour la France un volume global d'investissement de 10 milliards. Vous dites taratata, Madame Deségaux, mais moi je vais vous proposer, c'est Jean Arthuis, ça lui ressemble moins, mais je propose, si vous en êtes d'accord, qu'à l'occasion de la prochaine réunion de la Commission des finances de votre Assemblée, je vienne avec la déclinaison par territoire de ce plan de croissance, ce qui permettra d'en établir la traçabilité pour chacun et d'arrêter ce mauvais débat sur l'existence d'un plan de croissance que nous sommes les seuls à ignorer, alors que l'ensemble des acteurs de la Commission européenne y travaillent et le mettent à l'ordre du jour du Conseil européen du mois de mai prochain, et qu'il est considéré par la plupart des pays de l'Union européenne comme une chance. Donc ce que nous faisons en termes de rigueur ne se fait pas au détriment de l'investissement, qui est un élément déterminant de la croissance dont nous avons besoin, parce que je conclus en disant que la politique que nous menons et que matérialise ce pacte de stabilité repose sur un équilibre subtil
entre la nécessité du redressement des comptes d'une part et d'autre part l'exigence de la croissance, parce que sans rétablissement des comptes, il n'y aura pas de croissance, et sans croissance, nous n'avons aucune chance de rétablir dans la durée une situation de finances publiques depuis très longtemps dégradée. Merci. La parole à Monsieur François Marc, rapporteur général du budget. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, chacun ici mesure l'importance du programme de stabilité et du programme national de réforme, puisqu'ils définissent une stratégie appelée à être ensuite évaluée par nos partenaires européens. C'est donc un moment clé du semestre européen qui justifie l'existence de ce débat au Parlement. Et je dirais que l'enjeu ne se situe pas seulement au niveau national. En effet, l'interdépendance des économies et des politiques budgétaires invite à porter un regard global sur notre capacité à définir les chemins de sortie de crise. Les questions qui sont posées à la France se posent en effet partout dans la zone euro. Elles appellent à consolider la dynamique de résolution de la crise à l'échelle européenne et à mieux coordonner les politiques publiques. De ce point de vue, on doit, Monsieur le Ministre, se féliciter de voir aujourd'hui l'Europe se saisir de sujets majeurs qui avaient été laissés en jachère depuis des années, comme l'attention nouvelle portée à la croissance économique, la création de l'union bancaire, la taxe sur les transactions financières ou encore l'annonce récente de la mise sur pied d'une plateforme de lutte contre l'évasion fiscale. On peut le dire, mes chers collègues, la volonté régulatrice des autorités européennes s'affirme enfin de façon plus déterminée depuis quelques mois. Force est de constater que si l'Europe s'anime davantage, c'est parce que la parole de la France plaide en ce sens, et sans doute parce qu'elle est entendue, mais c'est aussi parce que les autorités européennes, comme beaucoup de prescripteurs mondiaux, qu'ils soient au FMI, qu'ils soient à l'OCDE, à la Banque mondiale, prennent conscience d'une lourde erreur d'analyse économique qui, depuis plusieurs années, a conduit à préconiser une médication austéritaire pouvant conduire le malade européen à mourir guéri. Force est de constater en effet que les théories néolibérales inspirées par Ricardo ont conduit à sous-estimer l'effet déflagratoire des mesures brutales de réduction des déficits publics et sont d'ailleurs aujourd'hui sous le feu des critiques. La théorie keynésienne que certains avaient bien imprudemment jetée dans les poubelles de l'histoire est, depuis peu, l'objet d'une subite réhabilitation. Il suffit pour s'en convaincre d'écouter les récentes déclarations de Jacques Liu, de Christine Lagarde, d'Olli Rehn ou de Manuel Barroso. Et le ministre de l'économie et des finances le disait tout à l'heure ici en parlant d'un changement climatique dans les grandes instances européennes aujourd'hui relativement à cette volonté de réorientation vers la croissance qui est exprimée partout. Nul ne peut ignorer aujourd'hui en France ce contexte général, européen et mondial, particulièrement exigeant. Le programme de stabilité et le programme national de réforme doivent, dans ces conditions, concilier deux exigences. D'abord, celle du redressement de nos finances publiques et de la réduction de notre endettement. C'est un impératif moral parce qu'il convient de limiter et demain de réduire le poids qui pèse sur les jeunes générations. De nombreux défis nous attendent, notamment le vieillissement de la population. Y faire face exigera de retrouver davantage de marge de manœuvre budgétaire et donc de réduire dès aujourd'hui notre dette publique. Il faut d'ailleurs rappeler à l'occasion que celle-ci s'est accrue de près de 600 milliards d'euros au cours de la précédente législature, augmentation d'ailleurs que la crise est très loin de totalement expliquer. Il est donc aujourd'hui indispensable d'inverser cette tendance. Mais il y a une autre exigence
celle d'éviter que cet ajustement, par sa brutalité, conduise à une récession qui nous empêcherait d'inverser une autre courbe, celle du chômage. Elle ne serait pas acceptée par nos concitoyens et nuirait à la conduite des réformes indispensables pour notre pays. Il est, mes chers collègues, indispensable de préserver la croissance. Tous nos partenaires, le FMI et désormais les institutions européennes, en conviennent. Un ajustement trop brutal n'est pas souhaitable et il serait absurde de vouloir suivre une trajectoire prédéfinie à n'importe quel prix, quelle que soit la conjoncture. Le projet de programme de stabilité du gouvernement manifeste à cet égard un utile discernement. Il entend repousser à 2014 l'atteinte de l'objectif d'un déficit public inférieur à 3% de PIB. Ce faisant, le gouvernement suit un cap parfaitement clair. Il avance avec détermination sur la voie du redressement des finances publiques en se préoccupant de la justice sociale et en préparant les perspectives de croissance. Le gouvernement poursuit la consolidation engagée de nos finances publiques, car reporter l'atteinte des 3% ne veut certainement pas dire renoncer aux efforts. La trajectoire d'ajustement structurel qui nous est proposée celle-ci est d'ailleurs conforme aux engagements européens de la France. Elle est ambitieuse. Elle prévoit en effet des efforts accentués par rapport à la loi de programmation des finances publiques votée à la fin de l'année dernière. Les efforts programmés sont très conséquents, faut-il le rappeler, Monsieur le ministre l'a indiqué, à un point de PIB, soit 20 milliards d'euros en 2014 d'efforts, 110 milliards d'efforts au total sur la période 2012-2017. Cet effort a porté principalement en 2012 et 2013 sur les recettes et pour les ménages sur les plus aisés d'entre eux en fonction de leurs capacités. Cette stratégie est justifiée économiquement car à court terme, faire porter l'effort sur les recettes a un moindre effet dépressif que réduire la dépense publique. En outre, faire porter l'effort sur les ménages les plus aisés permet de limiter l'impact négatif sur la demande. Un effort important a également été demandé aux entreprises, mais celui-ci est déjà en partie compensé par le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi qui, à terme, allégera la charge des entreprises d'environ 20 milliards d'euros. Le gouvernement, les deux ministres viennent de nous le préciser, entend désormais faire porter l'essentiel de l'ajustement sur la dépense publique. Dès 2014, mes chers collègues, elles supporteront 70% de l'effort contre 30% pour les recettes. Sur la période 2013-2017 couverte par le programme de stabilité, l'effort portera pour près des 2/3 sur les dépenses. Cet effort considérable, pour être durable et intelligent, suppose une préparation, une concertation et une méthode. C'est le sens des démarches engagées par le gouvernement, en particulier dans le cadre de la modernisation de l'action publique. Il ne s'agit pas d'être dans une logique aveugle de réduction des dépenses, mais au contraire, de préserver l'accès aux services publics, de moderniser notre modèle social pour en garantir les fondements et de favoriser, bien sûr, les politiques au service de la cohésion sociale et de la croissance de demain. La situation des finances publiques héritées du passé est un lourd fardeau, mais son redressement est une nécessité, il est bien engagé. Si nous ne le faisons pas aujourd'hui, demain, la charge de notre dette exigerait des ajustements encore plus douloureux. Ce redressement n'empêche pas le gouvernement de mener sa politique, une politique de gauche. Le budget pluriannuel adopté l'an dernier marque des priorités fortes en faveur de l'enseignement, de la cohésion sociale, de la sécurité et de la justice. Des initiatives fortes ont été engagées en faveur de la justice sociale, comme le plan quinquennal de lutte contre la pauvreté ou les dispositions prises en faveur du logement. Je voudrais enfin insister sur la crédibilité de la trajectoire présentée par le gouvernement. Cette crédibilité est un capital précieux, mais aussi fragile.
notamment parce que notre pays n'a pas toujours respecté ses engagements par le passé. Le gouvernement a déjà montré sa détermination à maîtriser les dépenses. Pour la première fois, en 2012, les dépenses de l'État ont été inférieures à celles de 2011. Il a également engagé des réformes structurelles d'ampleur qui permettront de rétablir durablement la compétitivité de notre économie, la poursuite et la réorientation du programme d'investissement d'avenir, la création de la Banque publique d'investissement, le pacte national pour la croissance, la compétitivité et l'emploi, ou encore le choc de simplification, notamment en direction des petites et moyennes entreprises. Cette crédibilité, mes chers collègues, elle est nécessaire pour la mobilisation de notre pays et de tous ses acteurs, car la fixation d'un cap sur l'ensemble de la législature doit favoriser le retour de la confiance. Cette crédibilité est aussi déterminante vis-à-vis de nos partenaires européens. Eu égard aux nouvelles règles dont nous avons décidé collectivement, il faut les appliquer avec discernement, mais nous ne pouvons pas écarter par facilité le règlement de copropriété de l'euro, c'est l'expression que Jean Arthuis utilisait ici même, le règlement de copropriété de l'euro, sans mettre en péril le devenir de l'ensemble de la zone euro. Cette crédibilité, elle est enfin importante vis-à-vis des investisseurs, car elle permet de contenir le poids de la dette. Je me plais à souligner ici, mes chers collègues, que les taux très bas auxquels nous émettons nos titres de dette et la réduction de l'écart avec l'Allemagne s'expliquent par de multiples facteurs, mais ils montrent que, contrairement à ce que certains prévoyaient, la politique conduite par ce gouvernement ne suscite pas la défiance des investisseurs, j'allais dire bien au contraire. Le projet de programme de stabilité repose sur des hypothèses de croissance que le Haut Conseil des finances publiques a, certes, certains l'ont déjà mentionné en commission, jugé optimistes, mais pas irréalistes. En la matière, les variables sont nombreuses, leur évolution est incertaine, mais les prévisions du gouvernement ne sont pas hors de portée. Leurs fondements sont crédibles, qu'il s'agisse de l'augmentation de la demande internationale adressée à la France, ou celle de la demande intérieure portée par une baisse modérée du taux d'épargne des ménages. Si la croissance n'était pas au rendez-vous à un niveau permettant un retour sous les 3% en 2014, la question de la mise en œuvre d'ajustements supplémentaires serait posée. C'est une décision qu'il conviendra de prendre avec nos partenaires européens, mais il faut avant tout inscrire notre trajectoire de redressement dans la durée, ce que fait ce programme de stabilité. J'ai déjà souligné qu'au niveau de l'Union européenne, les progrès accomplis depuis un an sont considérables, à travers notamment l'action de la Banque centrale européenne. Les avancées concernant l'union bancaire et le pacte pour la croissance porté par le président de la République. Ils assurent la crédibilité de la zone euro qui repose sur sa capacité à mettre en œuvre une discipline collective, mais aussi sur sa capacité à aller vers plus d'intégration et de solidarité. Cette crédibilité acquise à travers les efforts collectivement consentis doit permettre aujourd'hui de mieux prendre en compte la question de la croissance. C'est le sens de l'action du président de la République et du gouvernement depuis bientôt un an. Une prise de conscience semble émerger au niveau européen, si j'en juge par quelques signaux envoyés ces derniers jours, et chacun sera attentif à toutes ces déclarations dont j'ai déjà fait état au niveau des autorités européennes en la matière. Encore récemment, c'était hier, celle de Manuel Barroso qui nous indique à quel point il faut aujourd'hui s'investir dans une réorientation vers une stratégie axée sur la croissance. J'en termine, mes chers collègues, en souhaitant tout simplement ici que nous puissions obtenir auprès de nos partenaires européens le report souhaité par le gouvernement français de l'atteinte du seuil des 3% à 2014, mais aussi leur confiance dans notre détermination à mettre en œuvre les efforts pour rétablir nos finances et notre compétitivité,
Au-delà de la situation de la France, et je sais que vous y êtes particulièrement sensible, Monsieur le ministre du Budget, je souhaite que l'Union européenne puisse, en maintenant une discipline collective, relancer des politiques assurant un retour rapide de la croissance et, à travers elle, une dynamique porteuse d'avenir pour le projet européen. Je vous remercie. Merci. Pour poursuivre dans nos débats, la parole est maintenant aux orateurs des groupes. La parole est à Monsieur Jean Arthuis pour le groupe UDI-UC. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, le programme de stabilité et le programme national de réforme sont des actes majeurs que le gouvernement met en débat furtivement devant le Parlement avant de les transmettre à la Commission européenne. Actes majeurs puisqu'ils engagent la trajectoire budgétaire jusqu'en 2017. Actes majeurs puisqu'ils encadrent les prochaines lois de finances et les prochaines lois de financement de la sécurité sociale. Actes majeurs parce qu'ils décrivent les pistes de réforme qui permettent d'atteindre, de tenir les objectifs. Dès lors, comment pouvons-nous admettre, chers collègues, que le Sénat ne puisse sanctionner ce débat par un vote? Il y a quelques instants, Pierre Moscovici a conclu son propos en exprimant le souhait que le Sénat soutienne le gouvernement. Mais mes chers collègues, comment manifeste-t-on son soutien sinon par l'expression d'un vote? Certes, l'année dernière, il n'y avait pas eu de vote, il n'y avait pas eu de débat non plus pour raison d'élection présidentielle. Mais je vous rappelle qu'en avril 2011, le précédent gouvernement avait eu l'élégance, avait eu le courage de soumettre son programme à ce vote, ce qui l'avait conduit à revoir son hypothèse de croissance, qu'il avait ramenée de 2% à 1,75%, prévision qui s'était révélée juste à l'époque. Nous entrions ainsi dans ce qu'il est convenu d'appeler désormais le semestre européen. Jusque-là, convenons-en, le programme de stabilité constituait un exercice formel, un exercice dérisoire, destiné à rassurer à bon compte nos partenaires européens, à défaut de nous rassurer nous-mêmes, fondé sur l'illusionnisme budgétaire, le volontarisme des hypothèses de croissance et, dans la plupart des cas, la sous-évaluation des dépenses. Il a fallu le séisme suscité par la crise des dettes souveraines pour changer la donne et pour changer la procédure. Désormais, la solidarité des États membres de la zone euro nous ordonne de sortir du déni de réalité pour des impératifs d'ordre européen, certes, mais d'abord et avant tout dans l'intérêt de la France, dans l'intérêt du redressement de notre économie et de l'inversion de la courbe du chômage. C'est dire si l'interdiction de vote constitue pour le Sénat une véritable humiliation. Comment, Monsieur le Président, comment la majorité du Sénat ont-elles pu accepter cette résignation? Au-delà de la protestation que j'exprime au nom du groupe UDI, Union centriste, je veux expliciter les deux critiques majeures qu'appelle le dispositif mis en forme par le gouvernement, soulignant ainsi le contraste qui les différencie de nos propres options. En premier lieu, s'agissant des prévisions de croissance, nous avions cru comprendre qu'en créant le Haut Conseil des finances publiques, le gouvernement avait enfin décidé, et c'était admirable, avait enfin décidé de rompre avec la vieille
et coupable pratique des prévisions volontaristes. Malheureusement, il n'en est rien. Le Haut Conseil, tout juste installé, affiche d'emblée une louable indépendance, faisant taire les suspicions qu'avait suscité le projet de sa création. En effet, le Haut Conseil a osé, il a osé, au terme de ses analyses, déclarer que la France, cette année, est en récession. Face à ce langage de vérité, amplement confirmé par les signes que nous vérifions tous les jours dans nos départements et nos circonscriptions, la montée du chômage, les procédures d'alerte, les dépôts de bilan de très nombreuses entreprises, en dépit de cela, le gouvernement persiste dans sa vision irréaliste. Il est vrai que la trajectoire budgétaire tend plus facilement vers la résorption des déficits dès lors que les hypothèses de croissance sont dopées artificiellement. Vous avez donc choisi, Monsieur le ministre, de perpétuer des méthodes douteuses, historiquement datées, pour mieux sauver les apparences. Qui peut croire à une croissance de 2% dès 2015 ? Pour que cela se vérifie, il faudrait mettre en œuvre des réformes structurelles qui contreviennent et qui, à la vérité, contredisent vos dogmes. Votre stratégie de redressement n'est pas à la hauteur de la situation dramatique de notre pays. Et cessons, je vous prie, de nous renvoyer la balle sur ce qui aurait pu et dû être accompli hier par les équipes au pouvoir, qu'il s'agisse de la rigueur budgétaire, de la durée du temps de travail ou des normes. C'est vrai qu'hier, on a laissé filer le déficit public. C'est vrai qu'hier, on a oublié d'abroger les 35 heures et qu'on s'en est remis trop facilement à des usines à gaz. Donc, cessons de nous renvoyer ainsi la balle. Ce qui compte, c'est se sortir de cette crise et de redonner l'espoir et la confiance à nos concitoyens. Ce que vous nous proposez aujourd'hui, Monsieur le Ministre, ne peut suffire à enrayer le processus de déclin. Efforçons-nous donc de nous rassembler sur l'essentiel. Et j'en viens à ma seconde critique. Vos réformes sont symboliques et ne peuvent produire les effets attendus. La Banque publique d'investissement n'est que le recyclage d'Oseo, de CDC Entreprises et du Fonds stratégique d'investissement, avec en prime une gouvernance que je qualifierais d'abracadabrantesque, ainsi qu'en témoigne son dispositif de communication et de porte-parole. Et à mon avis, on n'a pas tout vu. Quant au crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, il perpétue la complexité. Sa circulaire d'application tient en une quarantaine de pages. C'est sans doute l'illustration du choc de simplification prescrit par le président Hollande. Ce CICE opère à la marge un allègement des charges sociales, très en deçà des préconisations de Louis Gallois, elle-même en deçà de ce qu'il conviendrait de faire, c'est-à-dire de basculer au moins 50 milliards de cotisations sociales. Un tel choc de compétitivité ne peut être financé que par une taxe sur les produits, y compris donc les produits que nous importons et que nous consommons. Et pour l'essentiel, cette taxe serait un supplément de TVA. Ce ne serait plus un impôt de production. Nous commençons enfin à reconnaître ici et là que les impôts sur la production poussent à la délocalisation des activités et par conséquent à la montée du chômage. Seule cette mesure, avec d'autres, permettrait de redonner du pouvoir d'achat à nos concitoyens et d'améliorer le sort des entreprises françaises. À cet égard, l'INSEE vient de confirmer les marges des entreprises n'ont cessé de baisser. C'est si vrai qu'aujourd'hui, les marges des entreprises françaises sont les plus faibles des 17 pays de la zone euro. Les plus faibles. Triste record pour la France. Enfin, ceux qui nous observent et attendent notre redressement estiment que nos réformes sont un pas dans la bonne direction, mais qu'elles ne suffisent pas. C'est parmi d'autres le diagnostic que vient de formuler la Commission européenne et dont vous devriez tenir compte, Monsieur le Ministre. Par ailleurs,
Pour équilibrer les comptes publics, le matraquage fiscal a ses limites. La question fondamentale est d'engager le reflux des dépenses publiques. Je sais bien que c'est votre détermination, mais il va falloir le démontrer. Le gouvernement multiplie les initiatives coûteuses. Ce matin, aux commissions des finances, nous examinions le projet de loi de refondation de l'école de la République. Rétablissement de la scolarité à 2 ans, création de 60 000 postes d'enseignants. Et voilà quelques mesures parmi d'autres. Nous attendons de connaître le détail du moratoire des normes, les modalités d'abrogation des 35 heures, vos arbitrages pour réduire les dépenses sociales, votre réforme des retraites, la documentation précise des économies que vous escomptez, autant de mesures indispensables dont vous ajournez la concrétisation. C'est malheureusement la chronique d'un sinistre annoncé. Enfin, mes chers collègues, je voudrais que l'on évite à l'occasion de ce débat tout réquisitoire anti-européen. Il est bien sûr toujours tentant, dans les circonstances aussi graves que celles que nous traversons, de transformer l'Europe en bouc émissaire. Au fond, le seul procès que nous pourrions faire à l'Europe est d'avoir permis à la France de pratiquer aussi longtemps des déficits aussi importants sans sanction. Le redressement incontournable est certes un engagement européen, mais si la France n'était pas dans la zone euro, elle serait en situation calamiteuse, en situation catastrophique, et ce sont nos créanciers qui nous dicteraient les réformes à accomplir. Combien de dévaluations devrions-nous subir? Quel serait alors le prix de l'énergie, le prix du carburant? Ce serait, à n'en point douter, l'explosion du chômage. Apocalypse now. Pendant ce débat, austérité et rigueur sont les mots que le gouvernement oppose souvent. Ne nous y trompons pas, mes chers collègues, l'austérité n'est que la sanction fatale du manque de rigueur. Enfin, monsieur le rapporteur général, vous escomptez beaucoup des propos de M. Barroso hier. J'étais avec Jean Bizet à Berlin, nous avons rencontré quelques responsables allemands. La tonalité était quelque peu différente. Ne vous y trompez pas. Le programme de stabilité nous engage. Comme tel, il devrait être légitimé par un vote au Parlement. Je regrette amèrement le dédain manifesté par le gouvernement à l'encontre du Sénat et plus encore la docilité résignée de la majorité sénatoriale face à ce que j'appelle une maltraitance. En ces temps de crise, Merci, Monsieur le Président. S'il vous plaît, si vous voulez bien de crise conclure. de confiance, en ces temps, comme si le Sénat n'était qu'une anomalie démocratique, c'est ça que vous voulez dire, mes chers collègues. En ces temps de crise de confiance, l'angoisse face à la mondialisation et à l'avenir, l'angoisse est perceptible. Le Sénat devrait être la chambre de la lucidité, du courage et de la sagesse. L'espace où le jeu... Monsieur le Président, s'il vous plaît, un peu de rigueur dans le temps Monsieur aussi. le Président, l'espace où le jeu politicien s'apaise pour faire émerger des propositions consensuelles suprapartisanes, le lieu privilégié où renaissent l'espoir et l'optimisme sur d'autres bases que les chiffres fallacieux et des conventions de langage. Mes chers collègues, il est de notre responsabilité de démontrer l'originalité et l'utilité de notre Haute Assemblée. Je vous remercie. Très bien, merci. La parole est à présent à Monsieur le Président Jacques Mézard. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, s'il y avait un vote, nous voterions très majoritairement pour ce qui nous est présenté par le gouvernement. Donc, nous assumons nos choix et nous avons l'habitude de le faire, quelles que soient les conséquences. Quant au déni de réalité, Monsieur le Président Arthuis, vous savez, ce n'est pas l'apanage de ce gouvernement, vous l'avez rappelé très clairement et je vous en remercie. Je dirais que s'il y a déni de réalité, ce dont on n'est pas sûr, en tout cas, nous serions plutôt dans la continuité que dans le changement. Monsieur le ministre du Budget, vous avez posé 4 questions.
pour lesquels les réponses ressemblent, pour un ministre du Budget, certainement à la quadrature du cercle, parce que c'est un exercice très difficile. Ce programme de stabilité esquisse le cadre économique et financier pour les années à venir. On notera au passage que les prévisions macroéconomiques du programme de stabilité pour les années 2013-2017 ont sensiblement évolué par rapport à celles de la loi de programmation, qui était nettement plus optimiste sur la rapidité et l'ampleur de la reprise de l'activité économique. Mais, à la différence de la loi de programmation, le programme de stabilité sera transmis à la Commission européenne dans le cadre du semestre européen, et celle-ci publiera ses recommandations à la France et aux autres États membres d'ici fin mai. Ce programme a valeur de test de crédibilité pour la France. Et faut-il rappeler que notre pays, il faut le dire, faut-il rappeler que notre pays n'a pas de très bons antécédents en la matière. Et là aussi, ce sera au moins une continuité, puisqu'il n'a jamais respecté les programmes transmis à la Commission, pas plus que les objectifs des diverses lois de programmation. Tous ces textes se sont caractérisés par un biais optimiste dans les prévisions de croissance. Alors qu'en est-il des prévisions de ce programme? Difficile de prévoir moins que 0,1 de croissance pour 2013, la croissance étant déjà nulle en 2012. Une augmentation de 1,2% du PIB en 2014 semble déjà plus optimiste, même si, comme le précise le programme de stabilité, cette prévision repose notamment sur le fort potentiel de rebond dont disposerait l'économie française au sortir de la crise. Il serait temps, en effet, après des années de croissance atone et de récession, que l'économie rebondisse. Mais comme l'a justement souligné le Haut Conseil des finances publiques, dont je me plais à souligner que chacun reconnaît l'objectivité, si les prévisions macroéconomiques du gouvernement sont en apparence très proches de celles établies en février 2013 par la Commission européenne, la similitude de prévisions de taux de croissance masque en fait des scénarios très différents. Aussi la Commission retient-elle une hypothèse de déficit en hausse de 0,2 points en 2014, alors que le gouvernement envisage une réduction de 0,8 points. Il s'agit là d'une différence de taille, Monsieur le Ministre, qui peut susciter légitimement des interrogations quant aux prévisions de ce programme de stabilité, assez optimistes elles aussi, concernant la réduction du déficit effectif et structurel. Quant aux prévisions à moyen terme pour les années 2015-2017, c'est-à-dire 2% de croissance annuelle, bien que je ne souhaite pas être pessimiste, elles me paraissent incertaines. Notre taux de croissance potentiel évalué à 1,5% est en réalité difficile à estimer aujourd'hui. Divers facteurs pourraient en effet conduire à réduire ce taux par rapport à son niveau d'avant-crise. De nombreux aléas entourent donc les prévisions du gouvernement et font peser sur celles-ci un risque global à la baisse, comme l'a souligné le Haut Conseil. Que pourra dire la Commission européenne sur ces prévisions? Va-t-elle entendre les nombreuses voix qui se sont justement élevées ces derniers mois, y compris là où on les attendait le moins, comme au FMI, contre les politiques de trop grande austérité menées en Europe, qui pourraient avoir un impact néfaste et irréversible sur la croissance? La remise en cause récente des thèses des économistes et américains Rogoff et Reinhardt, affirmant qu'une dette supérieure à 90% du PIB provoquait un effondrement de la croissance, devrait aussi conduire les autres chantres de l'austérité à réenvisager très sérieusement les priorités de politique économique pour retrouver le chemin de la croissance. Monsieur le ministre, vous nous avez dit que le redressement des comptes publics et le redressement productif sont les deux faces d'une même médaille. Il n'en existe pas moins une tension entre la nécessité de réaliser des économies sans précédent pour redresser les comptes et celle de conduire des réformes structurelles de grande ampleur impliquant des investissements très importants pour booster notre compétitivité. C'est un équilibre très difficile à trouver. Je crois qu'il existe des solutions, tout d'abord au niveau européen. D'ailleurs, je remercie Jean Arthuis une nouvelle fois d'avoir rappelé la nécessité de saluer le travail avec l'Europe dans l'Europe. Tout d'abord, donc, au niveau européen, on peut dégager trois priorités.
desserrer les calendriers de retour à l'équilibre financier, coordonner véritablement les politiques économiques et budgétaires pour garantir une croissance partagée et solidaire en Europe, et enfin faire évoluer le rôle de la BCE. En effet, le cours de l'euro est clairement, pour nous aujourd'hui, un handicap pour la compétitivité des économies européennes, et il est plus que temps que la BCE agisse enfin sur ce front. Le positionnement aussi, disons-le, égoïste et peu pragmatique de l'Allemagne devrait prendre fin. Il faut qu'il soit de l'autre côté du Rhin lâché du lest pour contribuer à relancer la croissance en Europe. Vont-ils mettre en place un salaire minimum? Vont-ils adopter une position moins catégorique sur l'inflation? Le gouvernement a déjà pris un certain nombre d'initiatives très importantes, initiatives que très majoritairement notre groupe a soutenues pour renforcer la compétitivité de nos entreprises. Je pense au CICE, je pense au projet de loi sur la sécurisation de l'emploi. Cependant, nous sommes inquiets, j'y viens, nous sommes inquiets à la lecture de l'avis du Haut Conseil lorsque celui-ci considère que les effets escomptés du CICE gagneraient à être davantage documentés. Une phrase surtout me frappe dans cet avis. La résolution des handicaps de compétitivité prix et hors prix des entreprises françaises susceptibles d'améliorer les parts de marché à l'extérieur n'apparaît pas acquise. Autrement dit, le plus dur reste à faire et il y faut du temps, Monsieur le Ministre. Il ne faut donc pas se contenter de réformes déjà adoptées et poursuivre des transformations structurelles permettant de dynamiser véritablement notre économie dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. C'est ce qu'a réussi l'Allemagne il y a quelques années, dans un contexte économique différent, avec une croissance européenne élevée et un euro qui était autour de 0,9 $. La reconstitution ou le renforcement de notre tissu industriel, de notre compétitivité, ne se fera pas en quelques mois. Les lois Hartz en Allemagne ont nécessité 10 ans, 2 majorités différentes. Peut-être sera-t-il bon un jour de méditer cet exemple. Mais la persévérance du gouvernement dans la mise en œuvre des réformes annoncées, notamment les 35 mesures du pacte pour la croissance, la compétitivité sera décisive. La capacité à faire apparaître la cohérence des différentes réformes au service de l'objectif général qu'est la relance de la compétitivité et grâce à elle celle de l'emploi et du niveau de vie l'est tout autant. Il y a, Monsieur le Ministre, et je conclurai là-dessus, un déficit de communication important quant aux mesures adoptées par la majorité en faveur des entreprises. Elles sont encore trop méconnues sur le territoire. Et les réformes, aussi pertinentes soient-elles, ne serviront à rien si elles ne sont pas accompagnées par le retour de la confiance. Sans la confiance de tous les acteurs économiques, dans notre économie, dans notre industrie, nous ne pouvons réussir. Alors, pour créer un choc positif de croissance, commençons par réunir les conditions d'un choc de conscience. Il n'est plus temps de revenir sur le passé, il est temps de préparer l'avenir avec un objectif ambitieux pour la France dans l'Europe à échéance de 10-15 ans. C'est peut-être ce qui manque dans ce programme de stabilité, programme que notre groupe soutient bien au-delà de ses grandes lignes. Merci. Dans la suite du débat, la parole est à Monsieur Jean-Vincent Placé pour le groupe Écologie. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, en vous entendant à l'instant, Monsieur le Ministre, parler de votre sérieux budgétaire, je n'ai pas pu m'empêcher de penser que si l'ampleur des gels de crédit qui s'annonce effectivement assez sérieuse a l'air sérieuse, il est difficile d'en dire autant des prévisions qui la sous-tendent. Non, plutôt bien, au contraire. Vos hypothèses de croissance ont déjà été maintes fois auscultées, 0,1% cette année, 1,2% l'année prochaine et 2% à partir de 2015. En effet,
des institutions aussi différentes que le Haut Conseil des finances publiques que vous avez vous-même installé, le FMI ou le FCE, s'accordent à considérer que ces prévisions sont clairement affectées d'un biais trop optimiste. Vous arguez du fait, Monsieur le Ministre, que vos prévisions de croissance sont calées sur celles de la Commission européenne. Certes. Mais les scénarios de la Commission pour la réduction du déficit ne sont pas les mêmes, loin s'en faut. Pour donner 1,2 de croissance en 2014, elles se fondent, elles, sur un déficit à 3,9, soit un point de plus que le gouvernement, bien au-delà de la barre convoitée des 3%. En matière de déficit, précisément, et peut-être auriez pu vous en souvenir, vous n'étiez pas à l'époque, bien sûr, le ministre du Budget, mais j'avais interpellé Monsieur le ministre de l'Économie il y a 6 mois. Il affirmait ici, avec la même force et la même technicité que vous, le fait que le déficit serait à 3% en 2013. J'avais parié, malheureusement d'ailleurs, à cette même tribune, que nous nous retrouverions au printemps pour constater ensemble qu'il n'en serait rien, dont acte. Ce programme de stabilité entérine donc un nouvel étalement de la trajectoire de réduction du déficit, et cela, nous ne pouvons d'ailleurs que nous en réjouir. Les écologistes n'ont jamais considéré le recours désordonné à l'endettement comme un modèle viable, mais pour autant, la nécessaire résorption du stock de dette que nous avons hérité des décennies de capitalisme financier et un peu aussi de toutes les majorités ne doit être envisagée qu'avec prudence, sans assommer les peuples ni obérer l'économie. Je vous accorderai sans peine que la France n'est pas la Grèce, qui connaît depuis 2007, dans son chaos social, une explosion des suicides, des meurtres et une dégradation de la santé publique. Toutefois, le programme de stabilité n'en promet pas moins pour la prochaine loi de finances 14 milliards de mesures d'économie dont je ne sais s'il convient de les qualifier de sérieuses ou d'austères. 1,5 milliard seront retranchés de la dotation des collectivités. Les dépenses de l'État seraient amputées de 7,5 milliards, sans que l'on sache encore très bien d'ailleurs quelles seraient les administrations et services publics qui seront les plus impactés. Enfin, 5 milliards seraient soustraits aux dépenses sociales, marquant notamment le recul de la sécurité sociale au profit des assurances complémentaires retraite et santé. Il nous semble d'autant moins urgent de risquer ainsi le déclin économique et social que le dogme de l'austérité, plus que jamais, s'effrite et se fissure. L'un de ses fondements scientifiques, qui postulait qu'un niveau de dette supérieur à 90% entraînait un effondrement mécanique de la croissance, vient d'être démenti. Tout simplement, les auteurs de cette théorie, largement diffusée et utilisée au plus haut niveau, y compris sur ces bancs de tous bords, il faut le reconnaître, ont reconnu, de presque tous bords, ont reconnu des erreurs invalidant leurs résultats. Bien. De plus en plus de pays, en Europe du Sud, mais aussi du Nord, sans oublier les États-Unis, réclament des trajectoires de consolidation budgétaire beaucoup plus douces. Même le FMI s'est exprimé en ce sens. En France, plusieurs ministres, et non des moindres, dont le ministre du redressement productif et votre collègue, monsieur le ministre du Budget, votre collègue en charge de l'économie sociale et solidaire et de la consommation, ont récemment exprimé leur souhait d'une inflexion de la ligne économique que vous défendez aujourd'hui, et c'est même un sentiment partagé sur nombre de bancs quand j'écoute matinalement les excellentes émissions de politique. Alors, pourquoi s'entêter? Pourquoi persister, affirmer chaque année ou chaque semestre cette volonté des reins ou de zinc de réduire le déficit? Une volonté que l'on sait d'emblée sapée par les prévisions biaisées qui la sous-tendent, une volonté dont les versions précédentes n'ont pas trouvé à s'appliquer, une volonté dont le seul but consiste à gagner le droit de demander un commissaire européen si l'on peut l'abandonner en chemin. C'est tout simplement absurde. Le comble de cette vaste mascarade étant qu'elle vise à assurer notre crédibilité, à rassurer les marchés et la même Commission d'ailleurs. J'ignore si le commissaire Olli Rehn est rassuré, mais il semblerait bien que les Français qui subissent un chômage endémique, eux, ne le soient pas.
Même le président Barroso, d'ailleurs, explique qu'une politique de rigueur, pour être couronnée de succès, doit recueillir un minimum de soutien politique et social. Force est de constater aujourd'hui que ce n'est pas tout à fait le cas. Alors, austérité, rigueur, sérieux? Au fond, peu importe la sémantique, les euphémismes et la communication, voire le marketing. Il est simplement urgent de rompre avec cette logique déjà anachronique, mais toujours délétère, issue de ce péché originel du quinquennat que fut la ratification immédiate du traité sans le renégocier. Pour stopper l'hémorragie, rien ne pourra se substituer à davantage d'intégration et d'harmonisation européenne. C'est cela qu'il fallait négocier, à la lutte contre l'évasion fiscale, à la mutualisation des dettes, à l'assouplissement de la politique monétaire. Pourquoi continuer cette politique monétaire face à une Allemagne retranchée qui doit comprendre qu'elle ne pourra de toute façon pas prospérer dans une Europe éteinte? Qu'est-ce que cela va donner d'être la chancelière au milieu de ce cimetière? La voix de la France est attendue et espérée. Mais aussi la France, elle peut agir de façon autonome sur l'évasion fiscale et sans qu'il soit besoin d'attendre l'opportunité de nouveaux scandales. De nombreuses mesures, comme une loi FATCA, peuvent être mises en œuvre pour faire bouger les lignes européennes, ainsi que nous l'avons fait d'ailleurs avec le ministre de l'Économie et des Finances pour la transparence bancaire sur laquelle nous avons travaillé de concert et je m'en réjouis. Il n'est pas non plus trop tard pour mettre sur pied la grande réforme fiscale qu'on nous avait promise, pour dégager des économies d'échelle par une réforme territoriale ambitieuse, ce qui est loin d'être le cas quand on voit les textes qu'on nous présente, pour arrêter les projets d'aménagement pharaoniques lorsqu'ils sont aussi onéreux que nuisibles, ni pour mettre au jour des marges de manœuvre budgétaires sur la force de frappe nucléaire aérienne, un pur gadget dépourvu d'enjeux stratégiques. Et tout cela, on a pensé aujourd'hui qu'il fallait donner comme message, même pas au peuple de gauche, au peuple de France, qu'il fallait faire des efforts sur l'emploi, sur l'école, sur les hôpitaux, en sanctuarisant le budget militaire. Eh bien, mes chers collègues, j'espère que quand on fermera les hôpitaux et les écoles, on commencera par les circonscriptions des parlementaires s'y attacher à cette force de frappe qui ne sert à rien, Oui, bien sûr. Pour préparer une économie durable, plutôt que de couper à la hache dans les dépenses publiques, il serait indispensable d'instaurer enfin une véritable fiscalité écologique redistributive promise par le gouvernement et d'adapter notre appareil productif et industriel aux besoins et enjeux de demain, notamment énergétiques. Par exemple, en conditionnant cette invraisemblable niche fiscale supplémentaire, qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, c'est une niche fiscale, d'un point de PIB qui est le CICE. En ces temps incertains, parfois troublés, la gauche au pouvoir est une chance. Une chance pour la concorde civile. Oui, messieurs de ce banc-là, une chance pour la concorde civile. Et de toute façon, il n'y aura pas de comparaison, quelles que puissent être les critiques par rapport à ce que nous avons subi pendant votre quinquennat. Une chance pour la concorde civile, une chance pour les plus fragiles, une chance pour notre environnement. Oui, cette gauche au pouvoir doit être une chance. Nous ne pouvons pas laisser la gauche se morfondre dans l'illusion défraîchie des annonces entendues. Nous ne pouvons pas laisser la gauche errer dans les décombres d'un modèle libéral productiviste moribond mais toujours dangereux. Nous ne pouvons pas laisser la gauche s'engourdir dans l'exercice gestionnaire du pouvoir et oublier ceux qui souffrent. La gauche au pouvoir est une chance, à la condition qu'elle soit une audace écologique, une audace sociale, une audace démocratique. Monsieur le ministre, mes chers collègues et Madame Deségaux, vous me demandez si nous allons voter. Vous savez que nous n'aurons pas l'occasion. Chers collègues. Et je vais conclure, et je vais vous répondre, car vous le savez, je ne fuis pas mes responsabilités, je suis plutôt connu pour cela. Le gouvernement n'a pas jugé indispensable de sanctionner notre débat par un vote. Mais vous aurez compris que si le groupe écologiste avait pu s'exprimer ainsi en ma voix et en ma parole, le vote n'aurait pas été favorable. Dans la suite du débat, la parole est
maintenant à Madame Marie-Hélène Deségaux pour le groupe UMP. Je vais voir un peu parce que je suis... Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je voudrais faire mon intervention en deux temps. Je voudrais d'abord répondre à Monsieur le Ministre du Budget parce qu'il a voulu nous expliquer la vérité des chiffres tout à l'heure. Il a peu parlé finalement du programme de stabilité, il a essayé de je dirais, tronquer comme d'habitude le débat, posant un certain nombre de questions et en disant un certain nombre de choses. La vérité des chiffres, Monsieur le Ministre, elle est relative selon la manière dont on les présente. Et je voudrais donc entrer dans le détail des chiffres. Vous nous dites que l'augmentation des dépenses est moindre en 2012 par rapport à la période 2007-2012 et la période 2002-2007. Avant 2007 et avant la crise, je vous le concède, nos dépenses publiques étaient trop élevées. Pendant de nombreuses années, nous avons tous été co-responsables d'un manque de vertu budgétaire. Mais suite à la crise, l'effort sur les dépenses a été sans précédent. Et il est pernicieux de comparer l'évolution des dépenses entre une année, l'année 2012, et une période de 5 ans sans entrer dans les détails de celle-ci. Oui, nos dépenses ont augmenté plus fortement dans cette période, mais parce que nous avons subi la crise en 2008. Cette crise a nécessité en urgence un plan de relance qui a été salué par tous les commentateurs internationaux pour son efficacité et qui a permis à la France de mieux s'en sortir que l'Allemagne. Nos dépenses publiques ont alors bondi de 53,3% du PIB en 2008 à 56,8% en 2009. Mais par la suite, elles ont sans cesse diminué, sauf en 2012, suite à votre arrivée au pouvoir, au bout de 4 mois de l'année 2012, où les dépenses ont de nouveau augmenté de 55,9% en 2011 à 56,6% en 2012, soit le même niveau qu'au moment du plan de relance. La France se situe au deuxième rang de l'OCDE en matière de niveau de dépenses publiques. Vous parlez d'une baisse historique des dépenses de l'État en 2012, mais vous oubliez que c'est faux. La première fois depuis 1945 que les dépenses de l'État, hors dette et pensions, ont diminué en valeur, c'est en 2011. Le déficit budgétaire de l'État avait alors diminué de 36% et s'était établi, puisqu'il faut parler de chiffres, à 95,3 milliards d'euros contre 148,8 milliards en 2010. Ainsi, dès 2011, les dépenses ont été réduites de plus de 260 millions d'euros et les économies affectées au désendettement. La charge de la dette a été ainsi révisée à la baisse de 700 millions d'euros et de la même manière, c'est en 2010 que pour la première fois de la décennie, l'ONDAM a été respecté. Alors quand vous voulez parler de chiffres incontestables, Monsieur le Ministre, il faut y aller. Alors que le niveau des prélèvements obligatoires avait été maintenu entre 42 et 44% du PIB sous le quinquennat précédent, malgré la crise, celui-ci explose en 2013 avec l'arrivée de François Hollande, avec près de 45%, et il devrait atteindre le taux record de 46,3% en 2013. Nous quittons l'hémicycle du Sénat. Merci à vous d'avoir suivi cette séance. Pour en savoir plus ou pour revoir cette séance consacrée à la déclaration du gouvernement sur le programme de stabilité, notre site internet publicsénat.fr. Bonne fin de journée à tous.